Radio Campus, il est 11h. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kick un coup, le magazine de la moto, tous les dimanches à partir de 11h. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 juin. Nous recevons notre ami motard géographe Yanis. Bonjour Yanis, comment tu vas bien ? Eh ben écoute, je vais bien. Bonjour à toi Luc, bonjour à toi. Alors, nous allons voyager un petit peu, pas beaucoup, pour un géographe comme toi, c'est un petit peu. Et on va aller à Dijon, aux coupes Moto Légende. Absolument. Où on y était la dernière fois, il y a au mois de mai, c'était au mois de mai. Il y a 3 semaines maintenant. Ouais. Ah, déjà, ouais. Et on y a rencontré notamment deux femmes suisses, qui nous ont parlé d'une montée historique avec des véhicules anciens, une course de côte en fait. Une course de côte en Suisse, la Klausenrennen. Voilà, à tes souhaits. Merci. C'est une course qui se déroulait dans les années 1920-1930. Et là, nos deux amis, là, rencontrés à Dijon, font partie de l'organisation de la Klausenrennen Revival 2027, c'est-à-dire, ils reconstituent cette course mythique en 2027. Et c'est en Suisse allemande, c'est ça ? Et c'est en Suisse allemande. Heureusement que tu étais là pour traduire, parce qu'on avait un peu de mal des fois. C'était pas facile. Bon, il fallait se débrouiller quand même. Ouais, je démerdais bien. Nous, on n'est pas terrible en Suisse. Hein. Voilà. Et donc, l'autre personne est l'arrière-petite fille du directeur créateur de l'usine de voitures et de motos NSU. Et moto, c'est bien ce qui nous intéresse, le cas. Voilà. NSU, donc une célèbre marque allemande qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. Ils ont fait des bagnoles aussi, ouais. Ils ont fait des voitures aussi. Je pense que dans l'interview d'ailleurs, on en parle un petit peu. J'en parle aussi. Voilà, tout à fait, parce que ça évoque chez moi quelques souvenirs. Ouais, on peut le dire. Ton père était mécano NSU, c'est ça ? Mon papa était mécano chez NSU. Et c'était le seul, notamment dans les Hauts-de-France, à être capable de régler un moteur Wankel, un moteur rotatif. Le moteur de la Ro 80. Il adorait cette voiture. Ouais. Mais et donc cette femme fait un livre en fait. Voilà, c'est Suzanne Schartel, qui est donc suisse-allemande, et qui a fait un gros ouvrage, 500-600 pages. Très documenté, avec plein de photos. Ouais. Absolument. C'est un peu l'histoire de sa famille, quoi, finalement. C'est l'histoire de sa famille, c'est l'histoire de son arrière-grand-père, directeur donc de l'usine NSU, et puis de sa grand-tante,
sa grand-tante, Hilde, qui a épousé Tom Bulus, un pilote britannique, qui s'est illustré de nombreuses fois sur la Clausen Rennen. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était avec des véhicules anciens, forcément. Avec des véhicules anciens. Et que c'était de la terre battue, que c'était pas du goudron comme aujourd'hui, quoi. Ah oui, non, mais c'est très technique. C'est de la terre battue, c'était du sable, il y avait de la neige parfois. Et il y a encore le record à battre en plus. Et Tom Bulus est toujours presque un siècle, 90 ans plus tard, est toujours détenteur du record de la montée, tout véhicule confondu, parce qu'avec sa moto NSU, il battait même les Bugatti, les Bugatti de l'époque. Donc c'est on va en laisser un petit peu pour la suite quand même. Tout à fait. Voilà, on va rester à Dijon parce qu'on a rencontré aussi un pilote et son mécano qui sont frangins d'ailleurs, et qui a participé donc à l'époque c'était le Continental Circus carrément, en 125. Donc il a participé au championnat de France 125 où il s'est classé. Et ensuite il devait participer au championnat européen, sauf qu'il n'était pas européen. Il n'était pas européen. Et donc il est passé directement au championnat du monde, alors que c'était ils avaient peu de moyens, ils avaient une petite camionnette, ils mangeaient des pâtes sur un réchaud, tu vois, le Continental Circus, quoi. Ils attiraient la sympathie des autres pilotes qui au départ les regardaient un peu de haut. C'est quoi ces manouches? Très étonnés, c'est quoi ces manouches? Voilà, c'est exactement le mot qu'ils ont utilisé lors de l'interview. Mais ils se débrouillaient pas si mal que ça. C'était un très bon pilote. Avec peu de moyens, t'as vu ce qu'ils arrivaient à faire, c'est incroyable, quoi. Absolument. Et du coup, ils étaient solidaires, les pilotes et les mécanos, et ils leur filaient des trucs. À manger parfois, des pièces, ils leur prêtaient des carénages. Ils étaient admiratifs de ce pilote, de cette équipe d'amateurs, d'amateurs éclairés quand même. Très éclairés. Et puis et performants finalement. Ouais. Donc ensuite, on repartira à Seclin. À la concession Triomphe de Seclin, où là on a rencontré notamment le responsable Guillaume de la concession, qui organise chaque année le DGR, alors je vais essayer de bien le dire, le Distinguished Gentleman Ride. Ça va, je l'ai bien dit, Yanis? Presque, c'est pas que ça. C'est un peu de la guimauve, mais c'est à peu près ça, quoi. En gros, la balade des motards distingués, quoi. Des gentlemen. Voilà. Des gentlemen à moustache. Voilà, entre autres. Donc, ça vient d'Australie, c'est une manifestation qui se fait maintenant partout dans le monde. Et donc, l'idée, c'est de faire une parade habillée en costard. Et tout ça pour récolter des fonds pour financer la recherche contre le cancer de la prostate et la santé mentale des hommes. Voilà, je crois qu'on a tout dit, c'est pas mal déjà. Santé mentale, on en a besoin. Aussi, et pour la prostate aussi un peu. Moi, j'espère que non. Ça va venir, t'inquiète. Et pour finir le tour de table, on va citer à la programmation musicale et à la technique notre ami Laurent. Lower, might as well get higher. Well, I can't get hungover from sparking the lighter. California sober, I'm high and dry. Well, God created a plant, but man discovered fire. Supplier, and I'm the buyer. California sober, I'm high and dry. Trust in what comes from the ground.
Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches sur Radio Campus Lille, sur Internet bien entendu, et en podcast sur notre site Internet. Yanis, donc nous sommes allés à Dijon, au Coupe Moto Légende, Absolument. et on a rencontré 2 Suisses allemandes qui étaient venues notamment faire la promotion d'une course de côte. Course de côte, hein, Vas-y, dis-le, mais j'aime bien quand tu parles allemand. La Clausen Rennen Revival 2027. Voilà. Des Ça années se déroulera d'entraînement. du 24 au 26 septembre 2027. C'est donc une course de montagne, hein, une course de côte dans les Alpes suisses. En véhicule ancien. En véhicule ancien, voilà, absolument, en véhicule ancien. C'est une course qui s'était déroulée régulièrement dans les années 1920-1930, la dernière édition ayant été programmée en 1937. Alors l'interview est un peu longue, donc c'est pour ça que pour agrémenter l'écoute, nous avons mis un petit morceau de musique entre deux. Voilà, Donc avant d'aborder l'ouvrage de alors je vois pour moi de Suzanne Schartel, hein, qui a écrit sur l'histoire de NSU, quoi. De sa famille et de Tom Boulus, de NSU. qui est toujours détenteur du record Ouais. de la Clausen Rennen. Alors que c'était de la terre battue et qu'il avait vraiment une moto de l'époque, quoi. Une moto C'est de incroyable, l'époque, hein. incroyable. Un vrai pilote en fait. Un vrai pilote. Bon, on passe à l'interview. Eh ben on y va. Allez, bonne écoute. On a rencontré 2 amies suisses, voilà, des participantes qui nous viennent de Suisse allemande en tout cas, hein, c'est ça? Oui, alors. Ouais, moi, toi tu parles français. On est européens déjà. Européen déjà, voilà, des européennes, voilà. Et alors, donc vous avez un stand, et puis moi j'ai vu, alors ce qui m'a fait arrêter sur votre stand, c'est tout d'abord le fait que je suis tombé sur un petit flyer, qui est le Clausen Rennen Revival 2027. Ouais. J'ai pas fait attention au début que c'est 2027, Eh oui. donc on a le temps de préparer, Exact. puisque ça se passera le 24 et le 26 septembre 2027. Alors, ton prénom, par contre, j'ai pas. Anne-Sophie. Alors, Anne-Sophie, donc Voilà. c'est Anne-Sophie et puis Suzanne. et Suzanne. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est le Clausen Rennen Revival 2027 qui se passe donc en Suisse? Oui. Voilà. Ouais, très volontiers. Déjà, donc, on est européens et passionnés. Et cette course, c'est une course de côte mythique. La plus longue course de côte qui a jamais eu lieu. L'original, elle a commencé et démarré en 1922 et s'est arrêtée en 1935. D'accord. Ensuite, 34, pardon. Et il y a eu quelques revivals. Et le dernier revival de cette course mythique a eu lieu en 2013. Et maintenant, on est absolument très enthousiaste de l'organisation pour le revival de l'année prochaine en 2027. D'accord. Alors, la relation avec Suzanne, c'est que ton arrière-grand-père a participé, a créé, peut-être si j'ai bien compris tout à l'heure, non, a participé en tout cas aux premières éditions, hein, sur une moto NSU. Presque. Presque. C'était non, c'est pas, c'est tout à fait comme ça. Seulement que c'était mon grand-oncle à l'époque. Il n'était pas encore. Mais plus tard, quand il est marié, la plus jeune fille de mon arrière-grand-père, qui était directeur de NSU, il était venu, mon grand-oncle. Alors, la connexion avec le Clausen Rennen, c'est... lui, il a gagné en 1930 avec un nouveau record qui est toujours là aujourd'hui. Il n'a jamais été battu. Et c'est comme ça, on était entré en connexion aujourd'hui parce que pour le revival l'année prochaine, on va faire un revival de Tom Boulus avec dedans une classe spéciale et une exhibition spéciale là-bas parce qu'il y en a aujourd'hui encore pas mal de gens qui ont cette machine, cette moto super sport. Il avait pour gagner en 1930. Alors cette communauté est organisée par moi comme grande nièce et on va venir en Suisse pour célébrer
ces courses, ce record. D'accord. Donc c'est un record qui tient toujours. Alors expliquez-nous, voilà, comment techniquement, c'est combien de kilomètres on passe. C'est une course de montagne. Oui. On passe de quelle altitude à quelle altitude, les difficultés. Alors, donc le départ va se donner, en fait, le départ c'est Glaris en français, Glarus en allemand. C'est dans le canton de Glaris, un des 26 cantons de la Suisse. Et c'est à peu près à 1h30 de Zurich quand on va vers l'Autriche, Saint-Gall, lac de Constance. D'accord. De ce point de départ, il y a 21,5 km de longueur, la piste de course, en fait la course elle-même, avec 1260 mètres de dénivelé. Quand vous arrivez, il y a 136 tournants. 136 virages. 136 virages. Et quand c'est un grand événement, on part de la vieille ville de Glaris. Les points de départ seront donnés. Et fantastique, c'est pour les visiteurs. C'est que vous êtes vraiment dans les monts, dans la montagne, sur les prés. On va essayer d'éviter d'avoir les vaches parce que justement c'est pour ça qu'on le fait au mois de septembre, c'est que les vaches ne seront plus dans les pâturages. Sinon on pouvait pas le faire en fait. Ça fait tourner le lait, on peut plus faire de gruyère ou la penzel. Exactement. Il y aura du fromage, il y aura aussi de la culture suisse, mais on fait ça aussi pour les plus jeunes. Pour vraiment valoriser tout ce qui a été fait dans l'ancienne mécanique et de comprendre pourquoi on peut être passionné dans un monde aujourd'hui très moderne. Moi, je suis ingénieur, mais on estime qu'il faut s'intéresser et continuer à faire vivre, parce que quand on s'imagine même les vieilles voitures, le risque que prenaient les pilotes. Là, on parlait du record de Tom Boulos. Il a eu un record sur une voie qui était sablée. Il y avait, mouillé. Il y avait la neige à l'époque et il a gagné ce record. Il a battu la Bugatti à l'époque, qui était une voiture avec compresseur, et il l'a battu. D'accord. Avec une moto NSU. Avec une moto NSU. D'accord. En fait, il a battu tous les autres, le Mercedes SSK, le Osrodheim, le de Hans Stuck. Mais Louis Giron a en fait gagné la classe automobile quand le compresseur Bugatti. Et ça lui a donné un peu. Il voulait. Il était très fier, Tom Boulos. Il était plus rapide que Caracciola à l'époque. Mais Chiron était encore devant lui. Mais les courses après en Fribourg, ils ont finalement battu tous les compétiteurs. Alors, c'était bon après. D'accord, donc ça confirmait. Ça confirmait la performance de Tom Boulos. Moi, je voulais aussi, avec les challenges de cette course aujourd'hui et hier, ça ne change rien. Avec la différence en altitude, penser à la compression, par exemple, déjà incroyable. Et aussi la mixture des comment on dit, des tournants, des virages. Et aussi les lignes droites avec les accélérations. Boden, qui est vraiment, on peut vraiment aller vite. Et alors, tout ça avec un vieux moteur doit être réglé avant. Pour la vitesse et les tournants, les virages. Et l'altitude. Alors c'est pas mal. Oui, c'était un défi technique. Il fallait changer les gicleurs, il fallait les bons rapports de boîte, les bons rapports de chaîne. La pression d'huile. Oui, tout à fait, parce que ça joue avec l'altitude. C'est caractéristique, tout à fait. Et alors, c'est une course qui n'est pas réservée qu'aux motos. C'est aussi, ça mêle à la fois moto et voiture qui partent pas en même temps, je suppose. C'est chacun son tour. C'est une course qui se fait. Ce sont des départs. C'est chacun son tour. On part pas tous en même temps. Non. Tout va être réglementé. Il y a à peu près. Il y a 300 personnes qui vont être des postes de sécurité. Sur 21,5 km, c'est énorme. Vous êtes en Suisse. Les aspects sécurité vont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer.
Mais l'accent, il doit être mis sur la tradition de ces courses. Donc, il y a ce côté aussi, les organisateurs tiennent à dire, il faut que ça reste authentique. Donc, c'est pas de la suprématie, c'est pas de la super-value, c'est vraiment, c'est quelque chose comme une réplique d'antan quand vous allez là-bas, dans un paysage montagnard, quoi. D'accord. Alors, est-ce que c'est réservé aux véhicules anciens ou c'est tout... Alors, jusqu'à tous les véhicules enregistrés jusqu'en 1949 feront partie de la course. Il y a 2 catégories dans cette classification-là. Et ensuite, il y a la catégorie démonstration pour les engins qui sont au-delà de 1949. D'accord. Qui vont aussi pouvoir faire le parcours. Parce que la route, en fait, si vous voulez, elle commence avec des pavés. Elle a été bétonnée, mais quand vous arrivez en haut de montagne, avec le froid, le gel, la montagne, la qualité de la route, elle est un peu particulière, on dira. Ouais, ça doit être très glissant. Donc, non, mais vous avez un peu des trous. Enfin, voilà. Okay. Donc ça aussi, c'est une chose pour des coureurs, c'est un défi, comme tu dis, un challenge. Ok, alors l'authenticité, est-ce que ça veut dire qu'on doit être en tenue d'époque ? Parce que chez nous, on a, c'est Triomphe là qui organise le Gentleman Rider où il faut être en tenue d'époque avec. Non, c'est pas prévu ça. Non, il faut vraiment rester. On a besoin de gens qui sont passionnés. D'accord. Et alors, c'est très international, c'est-à-dire qu'il y a des clubs de vieilles voitures qui tournent à Goodwood. Vous avez des participants qui viennent d'Allemagne, ce que disait Suzanne, il y a des clubs, là aujourd'hui on a rencontré des gens, des clubs en France aussi qui sont intéressés. Et on aimerait justement aussi souligner le fait qu'on aimerait avoir beaucoup de Français, de Belges. Vous êtes dans le nord de la France. Dans le nord de la France. Donc, toutes ces personnes qui se sentent attirées par curiosité pour seulement aller voir ou pour participer, venez, quoi. C'est dans un paysage bucolique. Extraordinaire. Exactement. Extraordinaire. On arrive à quelle altitude ? Presque 2000. Presque 2000 mètres. 1900, quelque chose. D'accord. Donc on part aux environs de 800-900 mètres et on arrive, j'ai bien compris, il y a 1100-1200 mètres de dénivelé. Oui, exact. D'accord. Il y a combien de virages, tu avais dit ? C'était 136. 136 virages. 136. Et des virages comme hairpin aussi. D'accord, ok. Donc des épingles. Oui, des épingles, des U-turns. Voilà. Des épingles en pente. Donc c'est juste en montée, c'est pas l'aller-retour. Non, c'est montée. C'est juste la montée. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir avec 2 motos. On m'a dit non, il n'a pas le temps de redescendre, à moins qu'il ait un hélicoptère. Mais ça, c'est pas le but. Oui, puis les descentes sont souvent bien plus délicates que les montées, parce que déjà la montée là doit être balèze, quoi, comme on dit parfois. À l'époque, historiquement, ils ont descendu l'autre côté jusqu'à Altdorf, au lac de Vierwaldstätter. C'était un autre canton, canton Uri. Et là, il y avait la cérémonie des prix et tout ça. Alors, et l'entourage a dû aller autour pour aller à Altdorf et trouver les autres. Ah oui, il fallait faire le tour de la montagne pour passer dans l'autre vallée, dans la vallée du Uri. Mais là, la route qui descend du col vers Altdorf, qui est d'ailleurs le canton où on a signé à l'époque la convention qui a créé la Suisse, donc la Suisse centrale. Le canton se trouve en Suisse centrale. En fait, la route est très, très étroite.
Et alors en 2013, la précédente édition, c'est 2013, c'est ça? Oui, 2013, oui. Ça réunit combien de pilotes, combien d'équipes? Oui, combien de pilotes, combien de motos, combien de voitures? Alors on parle de 250 voitures, 150 motos. Mais voilà, on va se laisser surprendre, quoi. C'est ce qui est précis ici. Okay. Allez, la dernière, je me souviens pas exactement, c'était un grand spectacle et tout le monde attend la prochaine. Donc il y avait beaucoup de spectateurs. Oui. Ouais, très bien. Alors je voudrais revenir sur un autre sujet maintenant, Tombulus, parce que Suzanne, tu as écrit un ouvrage sur ton arrière-grand-oncle, sur ton grand-oncle. Grand-oncle, voilà, grand-oncle. Merci. Voilà, tu as écrit un ouvrage qui, je l'ai aperçu sur ton stand, en anglais et en allemand. Ouais. Il est considérable, il est épais. 700 pages. Combien? 600 pages? 700 pages. Mais avec plus de 400 images. Avec 400 images, oui, il est très beau. C'est des images en noir et blanc, ça fait très vintage, très... voilà. C'est vrai. Et alors, ça raconte donc l'histoire de ton grand-oncle, c'est ça? Pilote. Au début, c'était mon arrière-grand-père qui était directeur de NSU, comme je disais. Et alors, je suis grandie à ma jeunesse comme enfant plus tard avec ces histoires de ma grand-mère et de ses sœurs et frères. Et alors, je savais que c'était une vie extraordinaire avant la guerre. À Neckarsulm, qui est une ville à 60 km au nord du Stuttgart, en Allemagne. Ouais. Moi, je suis de Stuttgart, j'habite à Stuttgart. Et alors... c'était une vie préférée avec la famille, avec un chauffeur, mais ils ont été très, très, très proches auprès de l'usine et des véhicules parce que la maison était sur le territoire de l'usine. Voilà. Alors, ils avaient NSU, Neckarsulm Fahrzeugwerke. NSU avait beaucoup de succès, mais ce qu'il manquait encore, ils étaient surtout... ils avaient succès surtout avec les vélos, aussi les voitures et les motos très robustes, touring avec sidecar, parce qu'à l'époque pas tout le monde pourrait conduire une voiture ou acheter une voiture. Puis, mais ce qu'il manquait, c'était des succès dans la classe 2000 litres, vraiment un racing bike. Ils n'étaient pas capables de le faire. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont fait beaucoup d'entreprises à l'époque. Ils ont engagé un constructeur anglais pour construire une moto de course. Moto de course. Et lui connaissait Tombulus comme aussi anglais. Il est jeune, il est hyper talenté, il a faim. Il a la niaque, il veut gagner ça, il a une mentalité de champion. Voilà. Alors, il est venu
Et bon, le reste, c'est l'histoire, parce qu'il a vraiment gagné pendant 3 ans, 1930, 31, 32, toutes les courses quasi en Europe, et aussi gagné le cœur de la fille de son boss. Alors, et la condition de mon arrière-grand-père était de arrêter faire la course pour marier la fille. Sa fille. Alors, c'était une décision, il n'a jamais regretté, je le connaissais. Voilà, Et donc je la lui ai condition, il lui a dit, écoute, je te donne ma fille, mais tu arrêtes la compétition parce que j'ai pas envie de faire d'elle une veuve. C'est ça en fait. C'est ça. Et en fait, c'était bon timing pour les deux parce que, comme nous savons tous, ce qui est arrivé en 1933, qui est arrivé en Allemagne, et mon grand-père, arrière-grand-père, je suis très fière, elle n'avait pas envie de faire partie de tout ça, et elle a pris sa retraite. D'accord. Et puis, alors, en 1933, sa carrière à NSU a fini. Tom Boulous a marié Hilde, et mon livre s'arrête. Il s'arrête là, à ce moment-là. Voilà, parfait. La fin parfaite pour tout. Et ils ont déménagé à Stuttgart et ont bâti une nouvelle maison, un nouveau milieu ou centre pour la famille. Et c'est cette maison que j'ai vidée après la mort de D'accord, oui, tu as déménagé. Et j'ai trouvé tous ces trésors, ces documents, des photos et tout ça, et qui m'a vraiment donné finalement final push pour écrire ce livre. Tu as mis combien de temps? Alors moi, avant de te poser la dernière question, moi j'ai un petit pincement au cœur quand j'entends toujours parler de la marque de NSU, parce que mon propre père, mon papa, il était mécanicien, voilà, dans l'automobile, et il a travaillé dans un garage qui réparait les voitures NSU. Voilà, il était spécialisé chez NSU, et en particulier sur une voiture assez révolutionnaire. Alors, c'est pas de la moto là, sur la Ro 80, qui était une voiture à moteur rotatif, et il adorait cette voiture. Il était un des rares. Il était de le moteur Wankel. Il était un des seuls mécaniciens en France à savoir réparer le moteur Wankel de chez NSU. Donc ça m'a fait. On est fiers aussi d'être là. Ouais, voilà. Génial, c'est top. Ouais, génial. Tu as mis combien de temps pour écrire cet ouvrage considérable? L'écrire n'était pas le défi. C'était la recherche, parce que j'avais beaucoup. Et une fois, j'avais commencé l'écrire comme un roman biographique avec des images. Alors, picture book. Bien sûr, j'avais pas une image pour toutes les scènes que je voulais montrer. Alors, j'ai recherché beaucoup dans les archives de NSU Audi, des villes, des clubs moto, des de partout, et aussi vérifier les faits, les temps, les records, les classements, les courses et tout ça. Alors, parce que pour moi, je voulais absolument que tous les faits qu'ils ont dans le livre sont corrects et pas moitié-moitié, mais vraiment correct, précis. Et c'est pour ça la recherche a pris beaucoup de temps, et les droits des images. Mais écrire l'histoire était facile pour moi, ça devenait directement de mon cœur. Mais c'est presque un ouvrage scientifique, hein. Il y avait c'est un travail d'historien, pas d'historienne en l'occurrence. Oui, c'était comme ça. C'était comme ça. Alors, du début du livre jusqu'à la publication, il était 2 ans. C'est pas 2 ans. 2 ans et pas trop. Ah non, mais j'avais bien sûr beaucoup de connaissances avant par ma famille et des réunions, des conversations, des lettres et tout ça. Voilà. Et maintenant, on est ici. Je suis très contente que nous pouvons parler. Donc donc alors pour la course Revival, donc c'est 3 jours. Oui. Hein, il y a un jour pour l'accueil,
l'entraînement, enfin la reconnaissance, hein, c'est ça. Tu peux peut-être en parler là, parce que j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à lire ton flyer, je suis désolé. Non, en fait, c'est au-delà de donc la course, oui, effectivement, comme tu dis, il y a l'arrivée, l'inscription. L'inscription, elle va être ouverte d'ici la fin de après l'été. Donc cette année, en 2026, ils vont ouvrir les inscriptions. Toutes les personnes qui veulent peut-être camper, etc. Alors, il faut se dire que c'est très étroit, il y a toute une organisation. Le plus d'informations vous donnez lors de l'inscription, au mieux vous serez relax. Okay, donc, parce que c'est une organisation, il y a du camping qui peut être fait, je sais pas, ils ont des places le long de la piste, aussi dans les montagnes. D'accord. Donc, il y a tout ce que vous pouvez demander, demandez-le, ils vous répondront. Il y a une adresse mail là. Il y a une adresse page internet. Voilà, alors j'arrive à la lire là. Ouais, vas-y, je te laisse la lire peut-être. Pour se mémoriser, c'est le col de Clausen, ok. Donc Clausen, Klausen. Et le lien internet, il est, si vous mettez Clausen Revival, ça ira bien. Parce qu'il est en mots avec l'allemand, je veux pas. C'est trop long par la radio. Donc revival.com. Oui, c'est ça. Klausenrennen-revival.com. Rennen, ça veut dire la course. Hein. C'est ça. C'est la course. Mais bon. Donc, et c'est pour tout public, c'est-à-dire c'est les coureurs, les passionnés et les gens qui veulent être dans un environnement magique avec des traditions, une atmosphère authentique. Voilà. Très bien. Et peut-être aussi quelques pilotes connus, comme Hans-Joachim Stuck, par exemple. Il veut venir, hein, le fils de Hans Stuck. Voilà. Et peut-être deux autres, on connaît. On ne sait jamais. Oui, il y a des grands coureurs aussi anglais. Voilà. D'accord. Ça ne doit pas être facile d'organiser en Suisse des courses de véhicules. Non, c'est... Parce que la Suisse, on sait que c'est très, écolo, non ? Alors, je vais pas... Vous savez, l'écolo, c'est un autre chapitre. Je veux dire, on dirait pas... ces moteurs-là, au kilomètre avec les montées que ça fait, ça consomme pas beaucoup. C'est toutes les précautions sont mises, l'huile, mais c'est exactement le but, c'est-à-dire que cette technologie doit continuer à vivre. Et si vous n'avez pas des techniciens et des gens qui arrivent à faire soutenir ces anciennes technologies, c'est dommage, parce que même le plus jeune des visiteurs que j'ai eus sur un stand dernièrement, il a dit mais c'est incroyable, ces coureurs, ils ont tellement eu de conditions dures, on arrive tellement peu à s'imaginer, mais c'est comme ça de surpasser ses limites pour arriver et gagner. Et c'est ça en fait, tout cet esprit, c'est ça qu'on veut communiquer à travers ça. Donc la Suisse, toutes les autorités sont données. Le canton de Glarus est un aussi des cantons qui soutiennent passionnément ce genre d'activité. Il y a une autre course qui a lieu quelques mois avant, la même année, au mois de juillet, mais qui est sur une autre catégorie. Donc c'est de profiter, c'est de remercier aussi ces gens qui vont soutenir ce genre d'activité. Comme aujourd'hui ici d'ailleurs. Ok. Hein, c'est la première fois je veux dire, avec les vieilles courses, voilà, je pense qu'on est tous très contents de voir ces gens qui sont encore capables de rouler des vieilles motos comme ça. Les vieilles motos, on est tous très heureux d'être là. Hein. Nous, ça fait, toi, ça fait longtemps que tu viens. Hein. Moi, c'est la 4e année. Franchement, on adore. On est en admiration devant cette technologie. Et on s'inquiète justement ce que tu disais, faire survivre ces technologies qui sont extraordinaires. Parce que voilà, l'électrique, ok, d'accord, c'est moins polluant, enfin a priori, mais c'est des moteurs de moulin à café. Finalement, c'est pas, voilà, on n'a pas l'impression que derrière, voilà, ça ressemble assez. Moi, j'ai aussi beaucoup d'amis dans des clubs des classiques. Moto classique, et ils ont essayé pour la première fois différents événements, les e-fuels, comme on dit en français, les moteurs électriques, non, e-fuel, hydrogène, non,
Oui, mais c'est pas le mot français. Alors, mais ça roule très très bien. Ça roule très très bien et les moteurs fonctionnent presque mieux. Oui, du fuel, c'est-à-dire du fuel écologique, enfin de l'essence écologique. Voilà. Le 85, ce qu'on appelle nous 85. Voilà. Flex fuel. Je sais pas. Alors, il y a un chemin pour l'avenir, même avec ces genres de moteurs classiques. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, c'est quelques kilomètres, mais moi je vous prends en Paris, vous revenez et on fait des entretiens là-bas. En allemand. On va revenir. Voilà. Je viens de probieren. Et voilà. Non mais et on parlera anglais, français. J'espère qu'à travers cet entretien, on va donner pouvoir, envie. En plus, la Suisse, c'est un très très beau pays. Je traverse souvent la Suisse pour aller dans l'Europe du Sud, mais on a toujours beaucoup de plaisir à faire une halte en Suisse. C'est magnifique. Ça serait génial. Merci de votre entrée. C'était génial de pouvoir parler de. C'était génial de pouvoir vous interviewer. C'est un vrai plaisir. On vous remercie et puis ce sera diffusé sur les antennes de Radio Campus un dimanche matin, mais vous allez pouvoir retrouver votre interview sur Internet. Je vous ai donné le calendrier tout à l'heure. Il y a toutes les coordonnées. C'est une diffusion mondiale maintenant avec Internet. Il y a la voix hertzienne. Et puis sur Internet, ce sera là. Très volontiers. Et puis voilà. Merci et bonne chance. Très bien. On vous remercie aussi beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. A long time since I rock and roll. It's been a long time.
Ça, c'est du rock and roll rock and sur roll, Radio Campus. Kick un coup, le magazine de la moto. Et de la musique. De la bonne musique, bien La sûr. bonne musique, bien sûr. De Laurent. Programmée par notre ami Laurent. Voilà. Donc, on continue à rester à Dijon, où on a, au Coupe Moto Légende, où on a rencontré Badi et... Badi et je me rappelle. T'as plus. oublié déjà. Et son Badi, frère. son frère, son mécano. Badi, Voilà. un ex-pilote qui a couru en Grand Prix 125, Bah ouais. et qui va nous raconter son histoire. Grand Et puis Prix de Grand France. Prix de France, championnat du monde. En avec- camionnette pourrie, en mangeant des pâtes. Des amateurs, des amateurs, des purs. Et qui ont réussi à... 12 ans, il a fait championnat du monde quand même. 12 ans avec Ouais, un quand certain même. succès d'ailleurs. Ouais. C'était pas des- Bon, alors, forcément, Avec les- c'était avec les compliqué moyens de d'époque. rivaliser parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Parce que normalement, il faut préparer la machine pour chaque circuit. Et alors, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, quoi, forcément. Quoi. Pouvait, Mais n'empêche, n'empêche, le pilote, il était bon quand même. Parce il que, était bon, il a fait de très bons résultats. Et puis, grâce aussi à son mécano, son frère. Ouais, son frère en plus. Ouais, ils étaient 3 d'ailleurs, les 3 frangins. Les 3 frangins. Ouais. Un frangin qui a ouvert une concession en région parisienne. Ouais. Ils sont tous les 3 dans le monde de la moto. Ouais, ils sont bien démerdés. Donc on va passer l'interview. On a mis un petit morceau de musique entre deux pour justement agrémenter l'écoute aussi. Allez, à tout à l'heure. Messieurs, bonjour. Bonjour. Voilà, alors Badi, tu as participé au championnat du monde durant 12 ans, catégorie 125. Catégorie 125. Ouais, est-ce que tu peux raconter-nous un petit peu ton histoire? J'ai commencé en promo sport, on va dire. J'avais une 350 Honda, une CB. J'ai fait une course à Montlhéry. Et après, je voyais que ça allait bien, ça me plaisait bien. Et après, j'ai fait le Challenge Honda. L'année d'après où Jacques Boll avait gagné. J'ai fait le Challenge Honda où je m'en sortais bien, j'étais dans les premiers tout le temps. Et après, j'ai fait 125 national, donc championnat de France. Voilà, j'ai fait 2 ans. 3e année, je devais faire le championnat d'Europe, vu que je n'étais pas européen, donc j'ai fait le championnat du monde. Puis ça a été compliqué parce que moi, au départ, je trouve pour moi, dans ma tête, c'était quand même comme le championnat de France, c'était facile. Mais en fin de compte, c'est très, très, très dur. Le niveau est élevé et tout. Et puis moi, d'entrée, je voulais devant tout de suite. Donc, ça finit à l'hôpital et j'ai raté 10 courses dans l'année. D'accord, c'était en quelle année? En 82. Alors la suite? La suite, après, il fallait marquer des points pour être engagé l'année d'après en championnat du monde. Donc j'ai réussi à marquer 1 point de temps en temps, 2 points. Et puis voilà, on a fait comme ça pendant 12 ans. Alors entre-temps, j'ai fait un peu d'endurance avec une moto Guzzi, après avec une moto française, avec un moteur Citroën, GS Citroën. La Curé. Une BFG. Oui, alors une BFG. Alors raconte-nous un peu cette histoire là, parce que j'ai pas bien compris quand même. C'était bizarre, c'était un pari fou. Alors, il fallait être courageux pour monter dessus en fin de compte, parce que c'est une moto, pas une moto. C'est pas une moto. C'est extrêmement lourd. Explique-nous. Ah ouais, c'est lourd. Alors c'est une moto pour faire de la route peut-être, tu vois, pour faire des grands voyages. Ah non, c'est à l'époque où mais pas pour faire de la piste, pour faire de la compétition. Exactement. C'est l'époque où Mitterrand avec les BFG les avait donnés au roi d'Espagne pour la guerre. On se souvient de ça, oui. Cette année-là. Oui. Mais ça allait en fait, parce que tout le monde se foutait de moi, Raymond Roche, Jacques Boll, tous ils se foutaient de moi. C'était curieux quand même. Moi, c'est la première fois que j'entends dire qu'une BFG pouvait monter sur un circuit et faire des courses officielles surtout. Donc c'était où alors? C'était au Mans. Au Mans? Ouais, au 24 heures. Aux 24 heures? Ouais. Donc la moto était bleu, blanc, rouge. Le numéro c'est 72, bien entendu, c'est normal jusque là. Mais ça va bien. Non, mais la nuit il a plu et j'ai bien roulé la nuit sous la pluie. Oui. Parce que j'arrivais à aller. Bon, ça allait pas vite, mais par contre c'était coupleux et tout, donc oui. C'était un peu lourd, mais c'était super. Mais elle était préparée comme cette moto parce qu'il faut quand même suivre. Oui, à noter que c'était quand même. Alors là, toi, t'es le mécanicien. Oui, je suis son frère. T'as toujours aidé. Depuis 84. Son mécanicien. T'as toujours été mécanicien de Badi. Voilà. Oui. J'étais un peu tout parce que. Mais on n'était que 2, il y avait sa femme à l'époque. Mais oui, en fait, pour en revenir à la BFG, c'était quand même un projet sérieux parce que c'était des ingénieurs chez Citroën qui s'étaient lancés dans cette aventure. Oui. Que il y avait Gérard Curet qui a créé cette moto, qui est un passionné de moto. Il avait une sacrée collection d'ailleurs. Et donc. Ils cherchaient un fou pour monter sur cette moto. Ils avaient trouvé Badi. Ils ont trouvé Badi. Ouais. Mais ça a été une bonne expérience pour moi aussi, parce que j'en ai eu d'autres avec Eric Saul, par exemple. J'étais pendant 2 ans son mécanicien.
Donc, je me suis retrouvé à bosser avec des ingénieurs. Moi, j'ai un CAP de chaudronnier simplement dans la vie, mais après, j'ai tout appris sur le tas, on va dire. Et c'était un projet assez... voilà, quoi. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai rencontré plein de membres de BFG, même le président, et ils m'ont jamais parlé de cette histoire, que la BFG avait participé à une course d'endurance. Bien sûr. C'est vraiment, c'est une première pour moi, là. Cette découverte. Même moi, ils m'ont jamais contacté, rien. Ah ouais. Même Gérald, qui en restaure une, je suis étonné qu'il n'ait pas encore contacté. Il a donné des noms de pilotes qui sont montés dessus. Il y en a eu très très peu. Il y en a donné qu'un que je connais pas d'ailleurs. Et en fait, le seul pilote qui a roulé dessus, qui a fait la mise au point, c'est Badi Hassen. Et donc, ça serait bien d'avoir un peu de retour là-dessus, quoi. Je vois mal quand même. C'est un moteur qui est donc c'est un moteur de voiture. C'est un moteur. C'est un 4 cylindres. Oui, c'est un bas moteur de. Et donc, il faut pouvoir prendre des angles assez sérieux quand même sur une compétition. On a eu plein de problèmes. Il faut peut-être se relever On a dû remonter la moto. Il faut remonter la moto. Et j'ai dû faire des renforts parce que en fait les premiers tours qu'on a fait, les premiers essais qu'on a fait au Mans, au bout de 5 tours, Badi est rentré, m'a dit la moto marche plus. Et en fait, il avait le carénage, il y avait les 2 poulies de distribution. Oui. Il était complètement limé. Il a dû bloquer une poulie, ça a décalé la distribution, la moto marchait. Alors oui, bien sûr. Donc il a fallu que je fasse à la foulée des protections. Et le problème des protections, ça donnait des sliders un peu. Et on a dû rehausser la moto. Enfin, il y a eu beaucoup de travail en fait, parce que quand tu pars sur une feuille blanche, c'est toujours compliqué, surtout au niveau où tu joues, quoi. Tu vois. Bien sûr. Quand tu arrives au Mans, pour faire les 24 heures. Donc, comment ça s'est fini cette histoire ? Ouais, vous avez fait les 24 heures. Non. Alors, est-ce que vous avez terminé les... Non. Voilà. Alors, on aurait pu terminer. En fait, écoute, on a eu des problèmes avec la boîte parce que c'était une boîte de Guzzi dessus. Oui, c'était une boîte de Guzzi. Déjà, quand on a été faire les essais, je suis redescendu, j'ai refait 2 allers-retours au Paris-Le Mans pour aller chez Krashka pour lui prendre 2 boîtes de vitesse d'avance. D'accord. Il y avait tellement de couples, le renversement, les boîtes tenaient pas. Ouais. Au départ, pour lancer la moto, c'était hors de question de mettre la première et d'accélérer. Il fallait qu'on pousse la moto, donner de l'élan pour assouplir un petit peu le choc du couple sur la boîte. Et donc, il a fait une chute en pleine nuit à 3h du matin avec la moto. Et tout le côté droit, cylindre, il restait que la bielle qui faisait coucou, quoi. Ah ouais, d'accord. Et donc on a quand même poussé la moto jusqu'au stand. Et on arrive dans les stands et là les officiels sont venus nous voir, ils ont dit vous pouvez pas réparer. J'ai dit, bah non, vous avez pas un moteur d'avant? Ah non, c'est pas facile. Le règlement interdit. Oui, mais c'est une moto française, vous avez pas un moteur d'avance. Donc on a été cons parce qu'on aurait un moteur d'avance, on aurait joué plus longtemps. Ouais, voilà. Et vous avez combien de pilotes à l'époque? 2 pilotes pour les 24 heures. Wow, c'est chaud. C'était qui l'autre pilote? Guillaume, c'était pas Guillaume? Guillaume. Alain Guillaume. Alain Guillaume. Alain Guillaume. C'est un Charentais. Un Charentais. De La Rochelle. D'accord. Donc ça s'est terminé par l'abandon. Ça s'est terminé par l'abandon. Mais quand même, chapeau d'avoir engagé une BFG, une moto française aux 24 heures. Ouais, c'est atypique. On a eu beaucoup de retours en presse. Ouais, je me doute bien. Bon alors la suite après. La suite après les Grands Prix après 125. Grands Prix, 12 ans de Grand Prix 125. Ouais. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Parce que là tu rentres dans la cour des grands là quand même. Ouais, même si c'est en 125 mais. Non mais c'est dur. Il faut trouver les budgets, il faut trouver on travaille l'hiver. Tous les week-ends, pas tous les week-ends, mais tous les 15 jours il faut se rendre sur les circuits. On n'avait pas tout le temps cette occasion. Hein. Des fois il restait un mois sans rouler et on faisait une petite séance avant de partir sur le Grand Prix. Hein. On n'avait pas le choix de toute façon. Économiquement, c'était pas possible. Ouais, vous faisiez pas tous les grands prix de l'année? Ah si, quand même. Si. On n'a raté pas un seul. À part quand il se brisait, mais sinon, on a fait. Alors 84, alors ça fait combien? Tu m'as dit 12 ans. 90. Il y en avait 17 ou 16. Oui, il y avait moins de Grands Prix et peut-être qu'il y avait, c'était pas en Australie et. Non, alors ouais, c'était toute l'Europe. Il y avait le Japon. C'était l'Europe. Peut-être le Japon. Japon, ouais. Voilà. Et c'était surtout. Je suppose que le Japon, vous aviez chanté, non? Ouais. Ah oui, il y a une petite histoire là-dessus. Bon, il y a prescription maintenant. Oui, parce que je sais que vous avez plein d'histoires, mais vous voulez pas les lire. En fait, quand les bicylindres, les MBA sont passés après la réglementation, passés en mono, donc c'était Honda, les RS qui étaient le compé client du moment.
Et donc on n'avait pas les moyens d'en avoir une neuve. Et comme Badi avait des points, une fois que tu as marqué des points, tu as une prime pour pouvoir te déplacer, tu as le fret qui est payé. Tu vois, ah d'accord. Donc on avait le fret qui était payé, donc on a pris un vieux cadre. J'ai préparé tous les carénages du RS parce qu'il avait roulé en championnat. Non mais avant ça, il y a eu un problème parce que normalement j'aurais dû avoir la moto Honda France. Oui, et ils l'ont donné au deuxième. Ouais. Ah oui, ça on revient au titre. Ils l'ont donné au deuxième. Qui a fait deuxième du championnat. Oui. Et toi, tu étais premier ? Oui. Et alors pourquoi t'étais déclassé? Qu'est-ce qui se passait? Je vous expliquais tout à l'heure en antenne. Il était déclassé parce que Badi n'était pas français. D'accord. Donc comme il n'était pas français. Oui, il y avait ce problème. Alors il y a eu 2 cas en France. Je ne sais pas si vous connaissez Alex Vieira. Ouais, qui est un Portugais, il a eu le même problème quand il a gagné le championnat. Mais Badi s'était passé 20 ans avant, on va dire peut-être 15 ans. Donc comme il a gagné le championnat, la Fédé était très embarrassée parce qu'il était très connu, méritait son titre. Donc à ça, ils étaient très embarrassés. Donc ils se sont tournés à la FIM pour leur dire qu'est-ce qu'on fait. Et donc la FIM a dit c'est pas grave, il va en Europe. Ils ont dit non, il n'est pas européen. Ils ont dit c'est pas grave, on lui donne les points pour faire le championnat du monde. Donc on s'est retrouvé d'un championnat national à un championnat mondial. Oui. Alors que déjà, le championnat d'Europe c'est très 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 élevé. Ouais, c'est élevé, ouais. Les moyens aussi. Oui, alors un mondial. Et en fait, on avait que ça comme option pour aller courir, cette option, et puis on te donne des points pour faire le mondial, t'y vas quoi, merde, t'essayes. Ouais. Nous on partait pas dans l'idée, on va se qualifier, on va les pulvériser, puis surtout quand on est arrivé là-bas, ça nous a calmés, quand tu vois le matériel. Oui. Et nous on était des amateurs. Vous étiez amateurs. On était des amateurs. Ils nous ont mis au fond du parc, on avait un C35 et une tente. Le soir on avait la gazinière bleue là, tu sais, avec les pattes et le moteur ouvert. À l'ancienne. Sur une petite table à l'ancienne, comme en national quoi. Et là t'avais tous les soirs, t'as tous les pilotes et les mécanos qui passaient avec leurs femmes. Ils devaient se dire tous, ils se disaient, parce que je l'ai su après, tu vois, les Africains au fond là-bas, ça fait Et donc on a eu tout le parc quoi. Et un jour, là, on était en train de bricoler la moto et il y a un grand qui s'arrête comme ça. Et il fait « Alors les pygmées, ça joue ?» Non. Ouais. Ce gars-là, il s'appelait Jacques Cornu. Non. Oui. Alors, Jacques Cornu. Alors là. Jacques Cornu. C'est une première, ça c'est un scoop. Ouais. Et donc, attends, parce que le lendemain, nous avions notre très chaud. On va arriver un mec avec un Joe, tu vois, avec du poulet, des fruits et tout. Ouais. Et il fait « Bonjour, je m'appelle Gargamel, c'est le grand Jacques qui m'envoie. » Et il nous file la bouffe. Ouais. Et puis on connaissait un peu les gars de chez Sonoto, tu vois, chez Yamaha, on connaissait, mais tu vois, mais ils ne favorisaient pas plus qu'autre chose, on démarrait, tu vois. Et là, ils ont dû se dire, putain, les Suisses sont en train de nourrir nos petits Arabes. Alors là, du coup, chez Yamaha, et on a eu toute la saison, on a bouffé, mais à la fin, on bouffait l'hospitalité humide. Donc pour nous, c'était un gros budget la bouffe. Et puis on bouffait avec des pâtes. Ah bah oui, ça, je me doute bien, tu bouffais avec des pâtes. Pour te dire un petit peu les circonstances, donc quand on est arrivé en Grand Prix, donc après ça a été un peu admiratif de la part des autres pilotes. Pas tous les Français au départ, parce qu'ils étaient un peu jaloux que Badi se qualifie devant eux. Mais on a eu très bon rapport. Oui, parce que quand ils ont eu Badi, il n'était pas... C'était pas un manche. C'était pas un manche, pas un manchot. Il s'est dit finalement... Et les Italiens des chez MBA, Ticcio, qui était le chef d'équipe, le chef mécanicien qui était MBA officiel. Enfin bref, ça me va venir. Et donc il est venu avec les 3 autres mécanos, il est venu, ils sont regardé la moto et ils me disaient en italien, c'est une collection. Oui, c'était une moto de collection, on avait 5 ans quoi. Ouais. Pierpaolo Bianchi, bravo Badi. Alors Badi, quand tu prenais un départ, quand tu étais 2 secondes avant le départ, c'était quoi l'impression? Parce que forcément, tu n'avais pas la meilleure machine, puis tu avais tous les pilotes à côté de toi. Et dis-nous un petit peu ce que tu ressentais. L'adrénaline. Je pars bien, je freine le dernier. Tu étais dans la tête, tu étais à fond. Et puis à l'époque, à la poussette, on démarrait les motos. À la poussette? Ah oui, la poussette. Fallait pousser la moto. Ouais. Alors la poussette, ça veut dire pour les jeunes qui nous écoutent, parce que maintenant, tu sais, les jeunes. Oui, on poussait les motos pour les démarrer. On ne démarrait pas moteur allumé. Alors, à savoir que souvent les pilotes, comme Badi, les mecs qui tombaient beaucoup parce qu'ils avaient pour se qualifier, il fallait aller jusqu'au bout. Alors il y en a des fois, faire de la poussette quand tu avais une 10 bols en vrac, oui, c'était pas facile. Pas facile. Il fallait que la moto démarre sur coup de piston. Donc si tu faisais une première ligne, donc pour les qualifs,
mais que tu poussais mal. Ah bah tu pouvais te retrouver dernier. Ça servait à rien. Et puis ça avait arrêté parce qu'il y a eu des cas où donc il fallait s'entraîner à pousser. Le mec devant il démarre pas, t'en as 15-20 furieux qui arrivent derrière. Oui, c'est derrière. Un peu dangereux. Ouais, c'est dangereux. Ouais. Ton meilleur souvenir, on va dire Understop. Ouais, la Suède. Oui. Je suis tombé en Angleterre. Alors, Suède, c'était un circuit, c'est un circuit naturel, hein, c'est sur route. Hein. Non. Understop, non. C'est un vrai circuit. C'était un vrai circuit. Il y avait juste il y avait juste la ligne droite derrière qui était une piste d'aérodrome, tu sais. Ah oui, quand même. Oui, mais ça ressemblait à un circuit comme un autre. Ça ressemble un peu à Montléry, on va dire. Non, parce qu'il y avait Imatra, il y avait Finlande. T'avais été en Finlande? Non, il n'y avait pas Finlande encore. Il n'y a pas en Finlande. Il n'y a pas en Finlande, d'accord. Autriche, tout ça. Donc, alors, ton meilleur souvenir en Understop, alors?
Ouais, parce que- Sixième. Pourquoi 6e? Mais sixième pour un privé. Oui, pour un privé, c'est Derrière les, Et le pire, c'est derrière que les 5 usines. j'ai failli gagner. Que demande de Et t'as failli gagner. Parce que, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas gagné? parce que le départ, il est pas au même endroit que l'arrivée, et j'ai oublié. Oui, tu pars du côté du circuit et t'arrives d'un autre côté. Ah ouais. J'étais vert, et moi j'ai coupé, j'ai vu le. Ah, t'as cru que c'était. Non, il a levé la main et tout. J'ai dit oh, stop. Et j'étais content, j'y sais, j'ai gagné. Oui. Puis, ils m'ont doublé à 8. je crois, C'est pas ou 10. vrai. Ah ouais, j'étais énervé après. Mais il fait 5, c'est bien. C'est incroyable quand même. Ah, t'as le meilleur résultat t'as- que tu peux avoir. C'est dommage. Je t'arrête avant la ligne d'arrivée. Et ça- Avant la ligne d'arrivée. et Saron gagne ce C'est jour-là. Saron qui a gagné? Ouais, et tu sais, il y a une piscine en stop dans le. Oui. Bah, ils ont fini, lui, Saron, dans la piscine. Avec le À poil ou avec le la chapitre et Avec le la Dax. combinaison. Ouais, Avec la combinaison. ils sont repartis avec la combine, le Dax, le chapitre. Ouais, non. Ah oui. Si, si. Ah, le mec qui nettoie la piscine, vous êtes content, il a remonté d'huile. Il y avait Lucinelli et tout avec nous. Ah, ouais, Lucinelli il y avait aussi. il y avait Marco, ouais, tout le mec a gagné. Non, c'était bien. Donc ça, c'était ton meilleur souvenir. Et en plus, Oui, ça fait partie des meilleurs parce que certainement c'est le résultat là qui retient l'intérêt. et ce Grand Prix-là, j'étais tombé en Angleterre juste la semaine d'avant, le week-end d'avant, à Donington. Oui, à Donington. Je me Oui. suis cassé la cheville. Oui. Donc j'ai roulé avec un plâtre. Ah ouais. Ah, t'as En plus. roulé avec un Ah ouais. plâtre. Ouais. On a pris le bateau, après on a fait Ouais. Harwich Göteborg. Oui. Après on a roulé entraînement tout de suite. Et, Oui. Et t'as roulé avec un Tu plâtre. roulais avec le plâtre. Ouais, à l'époque, Avec ouais. la cheville en vrac. Il avait fait les premiers plates en En résine. résine. On parlait de ton meilleur souvenir. Alors, le plus mauvais, c'est ça? C'est celui-là? Non? Ah non. Non, c'est pas celui-là? On est Le plus mauvais. j'en sais rien. C'est mauvais. T'as plus de mauvais que de meilleur? Pour moi, le plus mauvais, c'est les blessures. Ouais. Oui, bien sûr. Mais... Parce que à Jarama, il s'est fait, il est passé, il y avait des rails au bout de la ligne droite. Là. Il est passé sur le rail avec les deux genoux et les Ah oui, deux quand chevilles. même. Donc Ouais. 17 fractures. Je l'ai ramené Puis, dans des conditions. Ouais. J'ai fait une Ça a été pénible. Ouais. Ah ouais. Et oui, et puis à l'époque, il n'y avait pas les combines en avec plus, les airbags et tout ça. Comme hein. c'était pendant les essais, il n'était pas qualifié, on n'avait pas de prime de départ. Ouais. Et donc c'est Lavado qui m'a prêté l'argent pour Oui, rentrer. Carlos Savado. Ouais. Et Mamola aussi. Et Mamola. Randy Mamola. Ouais. Oui, bah c'était vraiment la période héroïque enfin, des bien Grands sûr, Prix. c'est Et ce qu'on aimait bien, Bon, nous, allez. hein, parce que c'était parce qu'on pouvait nous, les spectateurs, les gens qui allaient voir les Grands Prix, C'était ça, ouais. on pouvait serrer la main à ces pilotes, on C'était pouvait le voir. Continental Circuit. Ça, c'était bien. Ça. C'était horrible. C'est plus comme maintenant. hein. Ah non, Proximité. Et puis, La proximité, ouais. et oui, c'était pas professionnalisé. C'est maintenant quand on parle d'usine, c'est Là, on est tu vois le Il y avait- mot. Il y avait de la concurrence en même temps de la solidarité entre pilotes, entre Alors, équipes. la seule concurrence qu'il y avait, c'est sur la piste. Ouais, sur la piste, ok. Voilà. Mais maintenant, Après, il y a eu 2-3 petits trucs, mais bon, on n'a pas de conséquences parce qu'on est resté amis avec tous les pilotes français parce que bon, ils ont fini par comprendre qu'on n'était pas des mecs chiants ou t'es pas là pour les emmerder, mais des fois qu'on n'avait pas beaucoup de ronds et je les aidais. des fois prêter un pignon alors qu'ils en avaient 3. Oui, c'est ça, oui, il fallait changer les pignons, tout ça. Les rapports de boîte aussi pour les Grands Prix. Oui, on faisait les rapports de Sur boîte, les, c'est un travail. Hein, Ouais, c'est un mécanique, travail tout ça, la mécanique. Ouais. Là, suivant chaque circuit, il faut changer les rapports de boîte. hein. Ouais, c'est Ah, ça. bien sûr, Et voilà. tu dis ça à moi. Non, mais je dis ça à toi, mais je dis ça surtout aux auditeurs. hein, Voilà, tu vois, parce que c'est ceux qui savent pas, voilà, c'est compliqué. Hein, voilà. Et des fois, je prêtais un pignon. Exemple, au Grand Prix de France, j'ai prêté, en fin de compte, c'est le pignon que j'avais besoin à la course. Ah ouais. Et le pilote à Alors qui j'ai prêté ne me l'a jamais rendu. Oh là là. Il m'a dit après la course, je le rendrai. Et alors, le Grand Prix de France, c'était où? Au Mans. Ah, c'était au Mans? Ouais. t'es tombé. Et devant. Voilà. Et donc, ça Oui, s'est terminé comment, cette histoire-là? Ben, 12 ans de Grand Prix, tout ça, avec toute cette aventure avec la BG. Bah, et tout. ça s'est terminé, tu vieillis, tu peux plus. Voilà. on a mal. Il y a T'as mal? toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Ouais. Oui. Mais bon, Ça a été facile d'arrêter? Non, c'était très compliqué. Très compliqué? Ah, ouais. bah, il y a un manque. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, tu cours en classique un petit Non, peu même pas. Moi, oui. Moi, Toi, ça oui. me fait Ok. plaisir, ouais. Vous avez tout arrêté? Non, je vais Non, essayer non. de rouler un peu. Comme ici, une démo, par exemple, Ouais, là, tout à l'heure, à j'ai vu- Dijon, là. Ouais, là j'ai vu Raymond Ouais, Roche ouais. tout à l'heure, il m'a pris la tête, il me dit viens et tout. Raymond Roche? Ouais. J'ai dit, Ouais. pourquoi pas. Hein. Oui. Ouais. Petite démo, c'est pas ça. Ouais, Ouais. Ça mange pas de pain. Non, ouais. Voilà, on a récupéré un. Mais faut savoir qu'une petite démo au début, c'est sympa, mais après, on s'arsouille au bout de 3 tours. Tu dis ça à moi. Hein C'est une drogue. Hein. Ouais, mais là, on voit, il y a des gens qui musent pas la galerie. Hein. Ils Voilà. sont là. Ouais. Ils y vont. Hein. Voilà. J'ai vu Raymond tout à l'heure rouler, il roule bien encore. Hein. Ouais, ouais. Bon, si c'était à refaire, Ah, je signe tout de s'il suite. y avait une deuxième vie, Ah, je signe tout de suite. et qu'on dit on recommence. Avec toutes les galères, tout Ah. comme c'était. Tout Ah, ouais, je te jure, je regrette rien.
L'aventure, c'est l'aventure. C'est une bonne vie. L'aventure, c'est l'aventure et c'est une belle aventure. Ça m'a fait rencontrer plein de gens. Incroyable par moments. Des gens bien, des gens pas bien. Oui, il y a tout. Hein. Il y a tout pour faire un monde. J'ai connu. Voilà. Vraiment, Ok. Bah écoutez, vraiment super, une belle aventure, dans une belle histoire. Ouais, voilà. C'est bien de la partager aussi. Parce que... les pilotes, ils ont toujours beaucoup d'histoires à raconter. C'est normal. Toujours chaque pilote, il a chacun eu ses galères. Toujours les galères. Il y a des bons moments, mais aussi des fois, de très mauvais moments. On s'est retrouvés en fin fond de la Tchéquie avec d'autres pilotes comme Jean Forêt en panne. On faisait la route ensemble parce que s'il y en a un qui tombe en panne et donne un coup de main, tu vois. Maintenant, c'est bonne nuit, baldé. Ouais, partir en convoi. Tellement on se partir en convoi. Ouais. Bah oui, parce que nous, on se marrait. Alors tout le monde avait envie de se marrer un peu, tu vois. Ouais. Vous avez connu Michel Rougerie, tout ça Bien sûr, j'ai pensé ses carrénages. Ponce, 16 ans. Ouais. Et tout le monde. C'est son premier camion que j'ai acheté, c'est à Ponce. Ah, c'est à Ponce. C'est magasin, ouais. Un Fiat 238. Oui. Il était avec Gérard Choucroune. D'accord. D'ailleurs, quand j'en vois un aujourd'hui, je dis, mais il y avait tout le matériel de moto là-dedans. Ouais. Comment on faisait C'est incroyable, hein. Je t'assure, c'est incroyable. C'est impossible. Tu dis ça à un mec, aujourd'hui, un jeune, tu lui dis, lui qui a un putain de gros Mercedes et tout, il a déjà du mal à rentrer 2 meules et une caisse. Il voit ça, il prend pour un moteur. Un moteur, c'est sûr. Et encore plus quand tu vois des motorhomes comme ça énormes, des gros panneaux aujourd'hui. Incroyable. Alors, je vais rebondir sur cette. Enfin, c'est pas une question, mais c'est l'affirmation. C'est qu'est-ce que vous pensez maintenant effectivement des grands prix et puis effectivement quand on voit tous ces motorhomes, ces gros camions, qu'est-ce que vous pensez Moi, alors vous avez dit c'est peut-être l'évolution logique. Oui, non, mais bien sûr, c'est l'évolution logique. On peut pas retenir la technologie. On peut pas retenir l'évolution des choses. Ce qu'il faut toujours, c'est d'avoir de l'émotion. Moi, je pense qu'il y a des pilotes qui en procurent encore aujourd'hui. C'est ce que je regarde. Je regarde la baston, le pilotage. Après, si tu commences à regarder les motorhomes et tout, ça a changé. C'est même bien pour la moto, parce que la moto, c'est pas connu s'ils n'avaient pas ces moyens. Ouais. Donc ça a été médiatisé. Je pense que si on était resté au Continental Circus, la moto, le sport moto, ça serait difficilement, ça serait difficilement exclusif, parce que c'est quand même un truc. Moto, c'est vendu dans le monde entier. Il y a quand même ce support commercial. Et c'est le meilleur support commercial pour une moto. Donc, effectivement, quoi que tu fasses, ça aurait évolué. On peut pas se dire rester comme à l'époque. Si, là, on a un site où on pourrait se retrouver par an à l'époque. Voilà. Ça, on a le droit de refaire un comeback pour s'amuser. Mais après, voilà. D'accord. On peut pas échapper à l'évolution et au progrès. On peut pas échapper à ça. Ouais. Et écoutez, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose qu'on aurait oublié de dire Yanis, peut-être une question, toute dernière question. Dernière question, le piège. Le piège. Il me l'a déjà fait. Allez, Yanis. On vous écoute. Alors une dernière question. J'en sais rien, j'ai pas de dernière question. J'ai été subjugué par votre. Il y a 3 ans. J'ai emmené mes 2 frères. Ouais. On les a emmenés au Qatar, au Grand Prix du Qatar. Okay. Oui. Voilà. Ah oui. Ok. J'étais invité pour. Alors ça, le Qatar n'était pas au programme à l'époque, hein. Non. Quand tu courais au 125. C'est dommage pour moi. Ouais. C'est dommage pour toi. Bah ouais. Parce qu'à l'époque, avec mes origines, peut-être que j'aurais eu un. J'avais pas du tout. T'as pas fait le rapprochement. J'avais pas fait le rapprochement. C'est quoi vos origines? Je pensais que c'était plutôt au niveau de l'argent que pour faire le déplacement, quoi. Par contre, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de gens qui me connaissent encore. Ouais. Des anciens pilotes et tout, et je revois tout le monde. Ils sont maintenant tous team managers. Alors, tes origines, c'est du Qatar. Très sympa. Qatari. Tes origines? Non, algérien. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Ok. Oui. D'accord. Ok. C'est des bronzés quand même. Non, mais tout le monde est content, tous les anciens mécanos, ils sont encore là. C'est Zarco qui a été super chouette. Ouais, Zarco. Il paraît qu'il est très sympa. Il s'est levé de table pour montrer les machines et tout. D'accord. Okay. Eh bien, écoutez, voilà. Comme quoi, tu vois, la passion elle reste intacte. C'est un mec qui pourrait être snobé et tout, mais c'est un mec d'une gentillesse. Ouais, faut pas me snobber. Ouais. Il a roulé à Manicourt. C'est quoi? Il a roulé à Manicourt. Il a pas fait mon chrono que j'ai fait à l'époque. En 125. Mais il paraît qu'il est sympa, Zarco. Il paraît qu'humainement, c'est quelqu'un de bien. Ouais, c'est quelqu'un de très bien. Là, c'est dommage qu'il s'est blessé. Non, mais parmi les pilotes qui ont participé, les pilotes moto des années 80, 70, 80, 90, là, ils ont toujours resté avec une fidélité aussi. Bien sûr.
Ouais. Voilà, et voilà, on se rend compte. Bah écoutez, merci pour cette interview. Merci. Merci à vous. Merci Badi. Accueil. Merci Badi. Merci. Badi et Log. C'est gentil. Merci. Merci à tous les deux. On était vraiment très heureux de vous écouter sur Radio Campus Lille et Kick un coup et tout pâle. Kick un coup tout capable. Ouais, c'est Kick un coup et tout pâle. Alors ça c'est compliqué. On va pas l'expliquer à la radio parce qu'on va en pour encore pour 1 heure. Mais c'était un soir de beuverie, ça. C'est un soir, voilà. Mais ça s'appelle Kick un coup et tout pâle. Peut-être que tu vas t'en souvenir, peut-être. Voilà. En plus, si tu prends un calendrier, là, tu vas t'en souvenir. Puis il faut nous écouter. Il faut écouter. Voilà. Merci messieurs. Merci beaucoup. Au revoir. Salut les gars, merci. Vous êtes bien sur Radio Campus, Kick un coup, le magazine de la moto.
On est avec Yanis. Yanis. Ouais, bonjour Luc. Et après, après Dijon, au Coupe Moto Légende, dont on vient de passer des interviews. On était juste avant, on était à Seclin, à la concession Triomphe de Seclin pour le DGR, voilà. Distingued Gentleman Rider. Ah, c'est pas mal, ouais. Donc parce que cette manifestation donc existe depuis 2012, elle est partie d'Australie et elle se fait dans le monde entier. Et dès 2013, la marque Triomphe s'est associée à cette manifestation. Et donc les concessions Triomphe sont invitées à participer, à organiser quelque chose pour l'événement. Et alors, le but, c'est que les gens, ils s'habillent en costard et qu'ils font un défilé et récoltent bien sûr des fonds pour lutter contre le cancer de la prostate. Alors, depuis 2012, donc c'était les 15 ans en 2026, depuis 2012, le DGR a récupéré 60 millions de dollars quand même. 500 000 participants riders à la balade et 120 pays dans le monde y ont participé. Donc si tu vas sur le site DGR, tu as une carte du monde et tu vois le nombre de manifestations, par continent, par pays, etc. C'est impressionnant. Alors, tu disais que les Asiatiques étaient... En Asie, ouais, il y a eu pas mal il y a eu beaucoup de manifestations en Asie, en Amérique du Sud aussi pas mal. Il y en a eu aussi en Afrique, beaucoup moins par rapport à la taille du continent, mais quand même, quoi. Et puis bien sûr en Europe, là, il y en a eu vraiment beaucoup, quoi. C'est un événement qui est reconnu maintenant. Allez, il y a tout un merchandising aussi qui est proposé et tout est reversé bien entendu à la recherche contre le cancer. Et à la recherche pour le cancer. C'est bien de le noter pour ceux qui prennent l'émission en cours de route. C'est une bonne action en fait. C'est une action caritative au départ. Pour lutter contre le cancer de la prostate. Voilà. Et pour la santé mentale. Et la santé mentale des riders, des hommes. Ouais. Même si ça pourrait aussi financer il n'y a pas que les hommes qui ont des problèmes mentaux. Alors, oui, bien sûr, bien entendu. Mais là, ça s'adresse, dans la com, il s'adresse aux hommes. L'année dernière, ça finançait aussi la recherche contre le cancer du sein. Enfin, en fait, c'est la recherche contre le cancer en général, quoi. De toute façon, voilà, quoi. Donc, on était à la concession et on a rencontré l'organisateur, Guillaume, dont on va passer l'interview. Donc le Triomphe s'est très vite associé à cette manifestation qui est originaire d'Australie. Ça, tu te souviens depuis combien de temps ? Je n'ai pas envie de dire de bêtises. 14, 15, 16 ? Je sais pas si c'est 10 ans ou 15 ans. Ah ouais. En tout cas, allez, on va dire une bonne dizaine d'années. L'événement existe depuis une bonne dizaine d'années. Et Triomphe, donc, la marque Triomphe s'est associée l'année d'après, la deuxième année de la manifestation, au DGR au niveau international. Oui, parce que, comme on l'explique chaque année, je pense que les Triomphs anciennes, type Bonneville, Scrambler, on est un peu dans l'archétype de la moto qui représente le gentleman ride. Tout à fait. Habillé un peu à classe, à l'ancienne. Moto anglaise, c'est un peu classe. Ça correspond au dress code. Voilà, je pense que ça se marie bien. Et du coup, l'intérêt aussi de cette association, de cet événement, c'est de récolter des fonds. Et du coup, Triomphe joue le jeu. Je pense déjà pour se montrer. Mais joue le jeu aussi en donnant des lots, des motos. Ils font faire maintenant toute une collection de vêtements qu'on vend en concession. Je sais qu'il y a une partie des fonds qui revient à l'association. Voilà quoi. Ouais, c'est pour financer la recherche contre le cancer de la prostate. Alors principalement. Après, il y a aussi les maladies mentales. Voilà. Il y avait le cancer du sein aussi les années précédentes, des fois qui était cité dans le. Voilà, bon, écoute, moi je suis ciblé sur la prostate, on va tous être concernés, donc prostate. Ça va pour l'instant, elle va bien. Ouais. Effectivement. Ça va ? T'as un problème avec ton micro, non ? C'est bon ? Pas du tout. Non, ça va. J'ai pas l'habitude d'en avoir un, c'est tout. Ok. Donc c'est parti d'Australie où donc ces deux potes qui se disaient qu'ils voulaient donner une image positive de la moto et des motards, et c'est pour ça d'où le dress code, les mecs habillés un peu en gentleman sur des motos relativement propres, et on va faire une parade pour montrer au public que le motard c'est pas forcément qu'un voyou. C'est ça. En vrai, la première année que j'ai fait, on devait être 20, 30. C'était pas connu.
Et en fait, c'était à l'époque où 2-3 ans à Ronchin. À Ronchin, ouais. Et en 2-3 ans, ça a pris une ampleur, mais pas que chez moi. Ouais, de manière internationale. C'est aujourd'hui, c'est assez impressionnant le nombre de concessions ou d'organisateurs, parce que c'est pas que les concessions Triomphe. Toutes les concessions Triomphe y participent. On a l'obligation de le. Bon, moi j'ai toujours fait, mais là depuis quelques années, ça la marque vous demande de le faire. Ouais. D'accord. Moindre des choses quand même en tant que sponsor que le concessionnaire soit l'organise et devient l'organisateur s'il y a personne, soit s'oriente vers l'organisateur dédié qui existe peut-être, et puis aider cet organisateur à faire quelque chose, quoi. Ouais, parce que tu disais que la marque Triomphe propose des motos carrément à gagner, c'est ça? Et il me semble que tu as des motos des Alors, Triomphe à gagner. C'est celui qui va par exemple récolter le plus de fonds qui peut gagner, qui a des lots à gagner, quoi. C'est ça, il me semble. Alors soit celui qui fait le plus gros don, ou soit celui qui ouvre une cagnotte et qui arrive à récolter. C'est ça. Sur son dos, on va dire, le plus de dons. Oui. Ouais, ça c'est cool, hein. Franchement, c'est une bonne idée. Ouais. Alors, donc là ici, on est à Seclin. Oui. La concession de Béthune participe pas, je crois. Hein. Alors, Brouet, j'en fais un aussi. Brouet, sauf que tu as vu le nombre de personnes que ça nécessite, le nombre de bénévoles, l'organisation, l'énergie, tout ça. Du coup, si tu veux, vu qu'à Brouet, on a une petite équipe, ça fait 2 ans que je le fais à Brouet en disant, voilà, on fait le DGR à Brouet, grosso modo, on part de Brouet, on vient à celui de Lille. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Et en vrai, on n'a pas trop d'inscrits. Donc j'essaye pas trop des collègues de Brouet sont venus ici Ils devaient venir, mais vu le temps, 0 inscrits. Ouais, la météo pourrie. Ouais. Et bon, vu qu'il n'y avait pas d'inscrits, j'ai pas trop embêté à ce qu'ils viennent. Je comprends. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le sujet de cette année, c'est dommage. À une semaine près. Ouais, c'est vrai, parce que